pour voir un peu le développement, comment on a traduit, je vais vous expliquer d'abord. Je présente d'abord ce livre dans l'intégralité, en quelques mots bien entendu. Hein. Et après, je vous dis quelle méthode nous avons choisie. Donc, dans le premier temps, je vous explique un peu le contenu de ce livre. Dans le deuxième temps, je parle de notre méthode adoptée pour la traduction et l'organisation. Après, vous allez voir, enfin, pour la publication. Dans le troisième temps, pour que vous puissiez avoir une idée générale de ces fables traduites, je vais vous lire quelques fables. Voilà. Selon la précision que l'auteur Abbas Tawfir a donnée dans son introduction, ce livre est divisé en 4 catégories. La première catégorie, il s'agit des fables, il appelle originales. Les fables originales que l'auteur a créées, lui-même, Abbas Tawfir. La deuxième catégorie, ce sont les contes, adages, récits, anecdotes, etc., que tirés du folklore iranien de l'Iran et aussi écrits sous forme de fables. C'est Tawfir qui a modifié un tout petit peu. Après, troisième catégorie, ce sont les fables tirées du folklore du monde. Et quatrième catégorie, ce sont les célèbres fables d'Iran et du monde, dont l'auteur a modifié la conclusion en empruntant ou en ajoutant la morale. Vous savez que chaque fable a une morale. C'est dans le monde entier. Alors, ce livre contient 122 fables. OK? Alors, ça c'est le cadre de ce livre. En ce qui nous concerne, avant de commencer la traduction de ces fables, nous avons fait une étude attentivement et très précise sur l'intégralité de ce livre. Et si vous voulez, nous avons fixé des objectifs. Pour qui on traduit? C'est-à-dire, la traduction s'adresse à qui? C'est important, d'accord? Alors, quelle fable? Qu'est-ce que nous voulons donner? Qu'est-ce que nous voulons présenter au public? D'accord? Et alors, après, à la suite de cette étude, nous avons soulevé 2 points essentiels, l'ensemble de ce livre. D'abord, l'introduction. Je vais vous dire enfin de quoi il s'agit l'introduction dans ce livre et après comment on l'a modifié. Et après, aussi le deuxième point, c'est les fables. Excusez-moi, s'il y a la place, parce que je crois que vous n'êtes pas bien placé. Ça va aller? Alors, dans l'introduction de ce livre, l'auteur donne une définition générale de la fable, de sa structure, de ses personnages, de ses fonctions, de son universalité et aussi de sa morale. Okay? Alors, en même temps, il livre un inventaire de certaines fables d'Occident. Notamment, il parle des fables d'Ésope, je crois que tout le monde connaît Ésope, qui était un fabuliste, le fabuliste le plus connu dans le monde entier, qui est un fabuliste après, si vous lisez enfin sa biographie, et finalement c'est connu comme le fabuliste grec. D'accord? Voilà. Qui vivait
au VIe siècle avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, c'était pratiquement le premier en Occident. Et après, il parle des fables de La Fontaine, c'est l'écrivain et le fabuliste français du XVIIe siècle. Ensuite, il parle de quelques fables d'Orient, d'Occident, d'Orient également, et il parle notamment des fables Panchatantra, qui sont si vous voulez, les fables orales de l'Inde, qui étaient réunies après, bon, voilà. Ensuite, elle donne des précisions, l'auteur donne des précisions sur les fables de Jakata, qui est aussi un auteur indien, c'est toujours sur l'Inde, indien. Et enfin, si vous voulez, ces fables ont été rédigées par l'intermédiaire des moines bouddhistes. Pourquoi faire? C'est pour l'enseignement des règles religieuses du Bouddha. Pour qu'on puisse, à travers les fables, on apprend mieux. Ça, c'est tout à fait vrai. Quand on vous raconte une histoire, il y a des points que vous arrivez à mieux comprendre. Et à la fin, pour cette partie, l'auteur parle enfin de Kalila Demne, bon, l'évolution, Kalila Damana, enfin, etc. Il s'agit, vous connaissez les deux personnages de Chacal, enfin, Kalila ou Kalilé est sage, parce que chez les Iraniens, c'est Kalilé qui était le sage, et Damna est intrépide et arriviste. Ok. Et le poète Rudaki, si vous voulez, rédigé, si vous transcrit Kalila Demne, je ne sais pas si c'est dans l'intégralité ou pas, en tout cas en vers, au IXe siècle. Voilà. Ça, c'est une chose. Ensuite, l'auteur parle des fabulistes iraniens. Ce qu'il entend par les fabulistes iraniens, ce sont des auteurs et des poètes iraniens. Hein. Quand je vais les nommer, vous allez voir vous-même. Hein. Les auteurs, bon, il a dit, comme M. Salamatian a bien précisé, ce sont des hekayat. Bon, moi, j'utilise le mot fable parce que l'auteur a voulu que ça soit comme ça. Enfin, il faut respecter son idée. Donc, il s'agit de Nasser Khosrow, Attar, Saadi, Moulana, Obeid Zakani, Parvin et Tessami. Et comme vous voyez, cette introduction est intéressante et bien riche. Mais il y a un point. Elle est trop longue et elle a des passages, certes, utile pour les Iraniens. C'est pour ça que je vous ai dit dès le départ, il faut fixer des objectifs. Pourquoi on traduit? Pour qui on traduit? D'accord? Très utile pour les Iraniens, mais déjà connu par les francophones. On n'invente pas l'eau chaude, vous voyez? Donc ce n'est pas la peine de traduire les choses que les gens, le public, connaît. Donc, en commun accord avec l'auteur et tout en respectant son mode de pensée, parce qu'on n'a pas voulu changer sa façon d'écrire ou de dire ce qu'il voulait dire. Mode de pensée, nous avons supprimé quelques passages qui ne nous semblaient pas vraiment indispensables. Ça, on pouvait enfin s'en passer. Ça, c'est pour l'introduction. Je vous ai dit que nous avons soulevé 2 points. C'était l'introduction, après les fables. Maintenant, quant aux fables proprement dites, sur l'ensemble de 122 fables, entre parenthèses, je vais vous dire que dans ce livre, M. Taufir parlait de 164 dans l'introduction fables, et dans le même paragraphe,
il dit qu'il n'avait pas publié certaines d'entre elles pour des raisons et point d'exclamation. Comment voulez-vous traduire ça? Moi, je ne sais pas. Pourtant, quand même, depuis des années, je travaille là-dessus, ce genre de choses. Alors, j'ai compté personnellement, ma collègue avec moi, c'est 122. D'accord. Sur ces 122 fables, encore avec l'auteur, nous avons fait une liste, voire toujours entre les États-Unis et la France, hein, entre nous. Avec l'accord de l'auteur, nous en avons choisi 53 qui ont un caractère particulièrement attrayant et plaisant. C'est ça l'objectif. C'était pour nous, c'était ça, montrer l'humour perçant à travers des fables. Donc, alors, et les autres fables, pourquoi on n'a pas fait? Les autres, soit elles ne nous semblaient guère attirantes pour les lecteurs francophones. Je vous donne un exemple. Quand il y a une fable, je l'ai déjà dit, il y en a plein. Certes, toutes les fables sont intéressantes ici, mais pourquoi faire? Il y a une fable, on dit le titre, Abakola, Abikola. Nous, les Iraniens, nous disons Ayebakola parce que bon, c'était écrit et Ayebikola. Bon, alors quand on lit, je me mets à la place d'un Français, d'un francophone, parce que ce n'est pas seulement pour les Français, c'est aussi pour les Belges, enfin, les Suisses, les Canadiens, voilà, c'est pour tout. Il faut que ce livre voyage aussi. Voilà, et heureusement, ma collègue est française, en plus. Je dis, mais écoute, dites-moi, enfin, qu'est-ce que vous sentez? Il me dit, rien. C'est très simple, c'est ce qu'il a dit. Hein. Bon, alors, on a choisi, c'est pour ça, hein, je dis pour les Iraniens, ça veut dire quelque chose. Où il y a une autre fable, on joue sur le zéro et aussi l'infini, parce que l'écriture, c'est avec une forme de O et deux O à l'infini. C'est pas parlant pour les publics francophones. En tout cas, c'est les publics francophones, notre cible. Alors, c'est pour ça qu'on a laissé à côté. M. Tofir était d'accord hein, pour ça. Ça, c'est une catégorie. Deuxième. Bonsoir, monsieur, madame. Deuxième catégorie des fables que nous n'avons pas pu, enfin, nous n'avons pas voulu traduire, ce sont des fables qui évoquent quelques événements liés à la situation sociale et politique de l'Iran, dont la compréhension nécessite des explications détaillées. D'accord? Alors, encore une fois, pour les publics visés, à ce moment-là, ceci dépasse l'objectif de si vous voulez, d'une pure traduction. Un exemple que j'ai déjà donné, j'en ai plusieurs. Dans une fable, nous voyons un peu la caricature du Shah d'Iran avec quelqu'un d'autre qui est en train de parler. C'était le moment avant la révolution, pendant les émeutes. Hein. Et le Shah dit, ça vous pouvez voir ici, hein, le Shah dit à cette personne hein, que pourquoi les gens sont dehors. Vous voyez? Alors, pourquoi les gens sont dehors? Ben après, voilà. Et si on traduit seulement ça, la traduction pure et dure, hein, si on traduit ça, qu'est-ce qu'un Français comprend? Un Français doit savoir. C'est lié à quoi? Pourquoi? Même si la révolution islamique est connue dans le monde entier, mais il y a des choses qui se sont passées dans le pays que les autres ne connaissent pas. Vous voyez, c'est pour ça que je dis c'était impossible.
ou il y en a d'autres. Hein. Alors, nous avons demandé à M. Tofir, on a fait une liste, nous avons dit, voilà, si vous êtes d'accord, hein, avec votre accord, nous pouvons traduire ces 53 fables et pas d'autres. D'accord ? Alors, c'est comme ça que nous avons commencé à traduire. Bien entendu, quand je vous parle des explications pour certains mots, certaines expressions souvent imagées ou les noms propres, nous avons donné des explications en bas de page sous forme de notes des traductrices. Ça, oui, mais pas faire des pages et pages pour parler enfin de la situation sociale et politique de l'Iran. Ce n'était pas possible. Alors, donc, à partir de maintenant, je me fixe sur les 53 fables. Les sujets de ces 53 fables sont variés. Les thèmes présentés comprennent l'hypocrisie, la ruse, comme toutes les fables. Hein. La méchanceté, la malhonnêteté, la corruption, la prétention, le mensonge, c'est tout est négatif maintenant, j'y arrive. La sottise, mais aussi la sagesse, l'intelligence et bien d'autres. La plupart des personnages de ces fables sont les animaux. Encore une fois, comme dans toutes les fables, mais pas seulement. Les animaux sauvages et domestiques, comme le loup, le renard, l'éléphant, le lion, l'âne, le bœuf, le veau, l'agneau, le chat, le chien, et aussi les volatiles, tels que le corbeau, le rossignol, le coq, la poule. Eh bien, il y a aussi les insectes, comme le pou, la puce, il y a aussi les poissons, d'ailleurs, l'image, les reptiles, comme le serpent, ça. Les végétations, comme l'arbre fruitier, l'arbuste. Nous avons aussi la graine, qui est aussi un personnage, les éléments climatiques, tels que la tempête, les flocons de neige. Il y a également le fleuve, la rivière, le lac, le rocher, et sans oublier les objets, comme le verrou, la clé, les verres, et aussi la pierre précieuse, la pierre de patience, c'est important pour les Iraniens, Sang Sabour, et aussi les êtres humains. Mais dans ces fables-là, la place, la présence des êtres humains est vraiment minime. C'est plutôt les animaux. Sur les 53 fables traduites, il y en a 16 qui sont illustrées par les caricatures adaptées au texte. 14 d'entre elles contiennent la caricature et la morale. 23 comportent une ou plusieurs morales. Et 13 fables ne présentent ni morale ni caricature. Vous voyez, donc c'est en fonction des choix, enfin, les fonctions des choix de l'auteur. Une fois la traduction terminée, il faut publier ce livre. En allant chez l'éditeur qui est l'Harmattan, alors en regardant
nous avons été amenés à travailler et à réfléchir essentiellement sur 3 points avec l'éditeur. Quels sont ces 3 points? D'abord, c'est l'organisation de l'introduction. Vous voyez? Donc, nous avons ciblé dès le départ l'introduction, dont je vous ai parlé, mais je vous dis aussi un peu. Alors, parce que pour l'éditeur aussi, l'introduction était longue et c'était impossible de l'accepter telle qu'elle. Que faire? D'un côté, il y a l'auteur, de l'autre côté, il y a l'éditeur, et nous, on danse au milieu, quoi. Alors, pour répondre à cette exigence et respecter surtout le travail de l'auteur, pour nous, c'est très important. Nous avons décidé de la diviser en 2. Je vais vous dire comment. Alors, de manière suivante. Tout ce qui était la définition de la fable et la morale, ainsi que les fables de Tauffir, c'est comme ça que M. Tauffir a noté dans l'introduction, voilà, les fables de Tauffir, viennent au début du livre. Donc, ça fait l'introduction, de page 2 page 2. Le reste dont je vous ai parlé, parce que c'est intéressant, hein, ce sont des passages intéressants, nous l'avons mis en annexe à la fin du livre. Donc, on a presque l'intégralité de ce que l'auteur voulait montrer enfin au lecteur. Ça, c'est pour l'introduction. Ce n'est pas fini. Étant donné que l'auteur a parlé du journal Tauffir, vous voyez, alors l'éditeur nous a dit, de toute manière ici, on ne connaît pas l'auteur, encore on connaît moins enfin, le journal de Tauffir. Donc, ce n'est pas les fables de Tauffir. Tauffir, c'est le nom de leur famille. Ce n'est pas le journal de Tauffir que nous avons traduit ce livre. Oui. Alors, l'éditeur nous a dit, bon, présentez-nous quelques passages de ce journal pour que les lecteurs français arrivent à comprendre également. Ce que nous avons fait, on a écrit, si vous voulez, un résumé de la genèse de ce journal. Presque à la fin du livre, vous pouvez voir dans ça. Vous voyez, c'est-à-dire quand le journal a été créé par qui, pendant parce que je ne sais pas, vous connaissez, tout le monde connaît le journal Tauffir peut-être, qui était en 3 périodes, pendant presque 50 ans, enfin ce journal a vécu, hein, et en 3 périodes discontinues. Parce qu'à chaque fois, c'était saisi, etc., fermé, recommencé. Et finalement, ça a commencé en 1922 et ça s'est terminé en 1971. D'accord? Qui était définitivement, le journal était fermé et n'existe plus. Voilà. Donc, ce que nous avons noté, enfin, les caricatures symboliques, dès qu'on voit, on sait c'est vraiment le journal Tauffir. Donc, tout est là. Et après, 3e point, on revient, c'est la couverture du livre. Ni le titre initial, vous voyez, les fables de Tauffir, ni la caricature, l'image, n'était attirant par l'Harmattan. Bonsoir, monsieur. N'était attirant pour l'Harmattan. Alors, il y avait quand même pas mal de discussions. Nous avons voulu changer, mettre enfin un titre, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, d'une des fables, comme ça, parce que dans le souci que c'est l'auteur qui a choisi, comment faire, hein? Voilà.
Et après, c'est l'Harmattan qui nous a proposé, et d'ailleurs moi je suis entièrement d'accord avec cette proposition, qui a dit on va l'appeler Fable d'Iran. C'est plus attirant c'est plus parlant aussi pour le public français. Hein, c'est vraiment, dès que vous voyez, vous savez de quoi il s'agit. Nous avons proposé également à côté, enfin on a pris le titre d'une des fables très marrantes. Je vais vous lire ce soir même. En persan, c'est Gurbahoy Darvish Sefat. Et la traduction, les humbles chats. Parce que la caricature est vraiment très jolie. En plus, l'Harmattan a fait un peu, avec les couleurs, etc., joué là-dessus. Et aussi, bon, c'est quelque chose de ce livre, enfin de l'auteur, que nous voulions mettre sur la couverture. Voilà, c'est comme ça que c'était accepté et, accepté et publié. Donc, ce que je vais vous dire, vous pouvez le constater vous-même. Notre travail, Madame Simon et moi, n'était pas, c'était seulement résumé à la traduction. C'était aussi, notre travail était aussi l'organisation, l'adaptation et aussi arriver jusqu'à la publication en France. Pour Monsieur Tofir et la famille Tofir, sont très connus en Iran, ça c'est sûr, mais ici personne ne le connaît. C'est ce qu'on m'a dit, enfin c'est ce que nous sommes allés pour la publication. Donc arriver jusqu'à la publication ici, et apparemment a pris depuis enfin le mois de novembre, a pris quelques succès, d'après ce que l'éditeur m'a dit tout à l'heure, hein, que c'est pas mal. Voilà, donc il y a une petite précision que j'aimerais bien vous donner, parce que c'est sur les noms, parce qu'on reste dans la traduction totale. Hein. Le nom de M. Tofir, nous l'avons, si vous voulez, adapté à la transcription française de l'alphabet persan. Tofir, c'est avec Q que vous voyez à la fin. Quand on enseigne enfin aux Français pour dire comment l'alphabet persan, le Rof, ça on le montre la transcription, c'est la phonétique avec Q. Voilà, c'est jusque-là. Et chose promise, chose due. Si vous voulez, je vais vous lire enfin quelques fables de ce livre. Et après, je vous laisse si vous avez des questions à me poser. La première fable s'appelle « Bien sûr, selon le diagnostic ». Un jour, un hibou et un rossignol furent en désaccord. Le rossignol dit « Je chante mieux ». Le hibou dit aussi « Je chante mieux ». Un âne pâturait dans un coin. Ils allèrent chez l'âne. Le hibou s'adressa à l'âne. « Cher âne, qui chante mieux, le rossignol ou moi ?» L'âne répondit « Je n'ai pas encore entendu votre voix pour pouvoir juger. Que chacun de vous chante et je jugerai. » Le hibou chanta. Le rossignol chanta aussi. Ensuite, le hibou demanda « Bon, cher âne, à votre avis, laquelle des voix est la meilleure, la mienne ou celle du rossignol ?» En réfléchissant, l'âne passa la main sur son museau et déclara « Bien sûr, c'est la voix du hibou. » Le rossignol sourit et dit « Bien sûr, selon le diagnostic de l'âne. » Voilà.
Le deuxième s'appelle l'huître perlière et la poule. Un jour, une huître rencontra une poule qui venait de pondre et faisait beaucoup trop de bruit. Et lui dit, nous les huîtres, fabriquons des dizaines de perles précieuses et ne disons pas un mot. Mais pourquoi, vous les poules, lorsque vous pondez un œuf sans valeur, ne cassez-vous les oreilles? La poule répondit, vous n'accordez pas d'importance à l'effet de la propagande. Alors, la morale, cela n'a pas d'importance, ce que vous offrez. Ce qui est important, c'est comment vous en faites la publicité. C'est un peu vrai. Hein? Alors, je vais vous lire encore deux. La troisième fable s'appelle La pierre de patience. Il était une fois une pierre de patience, gentille et compatissante, à qui les gens confiaient leurs peines et parfois abusaient même de sa gentillesse. Elle en supportait tellement qu'elle était elle-même sur le point d'éclater. Un jour, elle alla chez une pierre précieuse et lui dit « Il est vrai que j'ai un cœur de pierre, mais j'ai aussi mes limites. Les gens sont très malheureux et comme ils n'ont personne d'autre, ils me déversent leur chagrin et leur tristesse. J'ai beaucoup de pitié pour eux, mais moi-même, je suis en train d'éclater. Que faire ?» La pierre précieuse lui répondit « Tu ne veux pas grand-chose. Pour les gens, ce n'est pas important que tu éclates. Deviens une pierre précieuse comme moi, les gens te garderont dans du coton et te feront aussi participer à leur joie. » Voilà. Ça va? Alors, je vais faire la dernière et la quatrième, d'accord? Et je vous laisse la parole. Et quand même, je viens sur cette fable. Les humbles chats. Un bocal en verre de jolis poissons rouges était sur la table, sans que les chats ne puissent les atteindre. Les poissons rouges étaient appétissants, mais après les avoir reniflés en tournant autour de la table, les chats constatèrent qu'ils ne pouvaient rien faire. En bas, sous la table, une modeste réunion des chats eut lieu. Ils furent d'accord à l'unanimité que ce monde médiocre ne valait pas qu'on fasse attention aux choses matérielles et ils conclurent que les poissons avaient des arêtes et que leur chair exhalait une forte odeur. À ce moment-là, soudain, le bocal en verre des poissons s'éclata et ceux-ci, avec l'eau, se répandirent sur le sol. Brusquement, tous nos humbles chats abandonnèrent la réunion et se jetèrent à quatre pattes sur les poissons rouges et s'en déchirèrent pour les poissons à arêtes et à forte odeur. Voilà. Voilà, c'est tout. Et je suis à vous si vous avez des questions à poser. Merci beaucoup. Merci infiniment.